Alors, j'espère qu'il reste quelques personnes puisque je suis le dernier à passer. Merci encore à Tiana pour ce super talk. J'ai adoré. Alors, on a beaucoup entendu parler de facilitation, normal, pendant cette journée. Donc, beaucoup aussi de qu'est-ce qui se passe pendant, comment on va mener les groupes, comment on va gérer l'intelligence collective. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu, justement, moi, de ce qui se passe aussi un petit peu autour. Et pour que vous compreniez bien mon sujet, mon champ d'expertise, je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Nicolas Chériot, je suis Head of UX et Innovation et fondateur de l'agence Sisters, qui est une toute nouvelle agence. J'ai un passé d'entrepreneur, j'ai monté plusieurs agences et je me suis spécialisé il y a 10-12 ans dans le design d'expérience utilisateur. Donc, mes domaines, mes spécialités, c'est vraiment voilà, le lead design, la stratégie UX énormément, le workshop design, la facilitation, et je fais aussi du mentoring sur ADP List s'il y a des gens que ça intéresse. Et voilà, moi j'ai accompagné énormément et j'accompagne encore énormément d'équipes product, comme on dit dans notre jargon. J'ai pu accompagner des scale-up comme Aircall, j'ai travaillé avec Ubisoft, des boîtes comme Odigo et voilà, et plein d'autres, des startups comme Virtuo, comme Mime, des acteurs de la blockchain comme Terre Noire. Mais le point commun, c'est que tous ces gens-là avaient toujours ce besoin de faciliter leur collaboration. Et à force d'avancer avec ces équipes, forcément, je me suis rendu compte d'un phénomène que tout le monde connaît bien. Ah, je suis dégoûté, je vous avais prévu des gifs et je vois que les gifs ne se lancent pas, c'est pas grave. Que ce phénomène que moi j'ai renommé le One Workshop Effect. Alors, le One Workshop Effect, qu'est-ce que c'est? Je vais vous en parler un petit peu. C'est quelque chose que les facilitateurs connaissent bien, c'est quelque chose que les participants connaissent certainement aussi et qui a été un peu la base de ma réflexion pour m'améliorer et puis essayer de faire avancer un petit peu plus les équipes que j'accompagnais. Alors, le One Workshop Effect, c'est quelque chose de très simple. En gros, on va souvent faire appel à des facilitateurs ou organiser des workshops pour traiter un problème qu'on ne parvient pas à résoudre seul. Donc, comment ça va se passer? On va organiser, faciliter ce workshop, on va collaborer, et ce qu'on va obtenir à l'issue de cette collaboration, ce sont tout simplement des livrables. Donc, une fois qu'on a nos livrables, on a tendance à retourner à son quotidien lorsque ces livrables sont obtenus. Et ça, c'est quelque chose que tous les facilitateurs connaissent. Il y a un peu le blues du facilitateur qui sait très bien que même s'il a obtenu des résultats, même s'il a bien fait son travail, même si les équipes sont super contentes, si tout le monde a bien bossé, il sait très bien que quand il va repartir, le soufflet va se dégonfler, les effets vont progressivement s'estomper. Et ça, c'est le gros problème qu'on rencontre, que j'ai rencontré pendant des années, des années. J'ai accompagné beaucoup d'équipes. Je sentais cette énergie pendant voilà, les 2-3 mois pendant lesquels on les accompagnait. Et puis, quand on revenait 6 mois après, on avait l'impression que sur ce sujet de la collaboration, il fallait tout reprendre à zéro et que ce qu'on avait mis en place, enfin, ce qu'on avait organisé, ce qu'on avait fait, ne perdurait pas dans le temps. Donc voilà, cet effet, c'est quelque chose qu'on connaît bien et qui est vraiment le dark side de la facilitation et du workshopping. Vous m'entendrez souvent parler de workshopping. J'entends par workshopping le workshop design, la facilitation et l'intégration justement de cette collaboration de façon globale. Alors donc, voilà, moi c'est ce que j'appelle le one Workshop Effect, qui est terrible dans nos métiers. Alors, pour creuser un petit peu et comprendre comment tout ça fonctionne, on a, quand on souhaite organiser un workshop, on a en vrai, on a trois types d'attentes.
en tant que facilitation. Et je dirais que la raison d'être du workshop, c'est à minima d'atteindre 3 dimensions d'objectifs. Effectivement, il y a la première dimension qui est le livrable, les livrables. Alors moi, j'évolue dans le milieu du design d'expérience utilisateur. Donc nos livrables, ça va être des user stories. Nos livrables, ça va être un problème qu'on va solutionner. Nos livrables, ça va être une préparation de recherche utilisateur ou tout simplement de l'idéation sur des parcours, sur des interfaces. Donc, on va chercher à obtenir des livrables. On a un deuxième objectif, une deuxième dimension, j'ai appelé ça dimension d'objectif, qui est l'alignement des équipes. Donc, voilà, on a des équipes qui fonctionnent pas, qui ne sont pas forcément au diapason, que ce soit en termes de workflow, en termes de connaissances, etc. Donc, on va essayer, en termes d'objectifs, on va essayer d'aligner tout ça. Et puis, c'est la troisième dimension d'objectif que moi, je souhaite absolument avoir dans mes ateliers, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire, quand je vais faire un atelier, je souhaite, et c'est très, c'est vraiment dans mon ADN et dans l'ADN de Sisters, même des autres agences que j'ai pu monter, partout où je vais, la notion d'apprentissage est centrale. Quand je parle d'apprentissage, c'est que quand je vais faire un workshop, quand je vais faciliter, organiser un workshop, je veux qu'à l'issue de ce workshop, les gens aient appris la méthodologie, à défaut de pouvoir la reproduire eux-mêmes immédiatement, ils aient fait un pas dans l'acquisition de connaissances autour de l'intelligence collective. Donc, on a les livrables, on a l'alignement et on a l'apprentissage, qui sont 3 dimensions que j'intègre dans tous mes workshops. Et je fais une distinction, justement, entre la collaboration événementielle et la collaboration structurelle. Et c'est tout mon propos aujourd'hui. C'est quand on va s'attacher uniquement aux livrables, eh ben, on va généralement avoir ce One Workshop Effect qui va faire que on va réorganiser un workshop quand le besoin de livrable va se présenter à nouveau. Parce qu'on oublie les 2 autres dimensions. Et donc, le travail que j'essaye de faire, et j'y parviens assez souvent, c'est d'installer une collaboration qui, elle, est structurelle. Et donc, pour installer cette collaboration structurelle, vous devez avoir en permanence ces 3 dimensions à l'esprit, livrable, alignement, apprentissage. Parce que l'alignement et l'apprentissage, vous allez voir que ça nécessite de la récurrence, ça nécessite des habitudes, ça nécessite une régularité, une organisation. Et donc, de fait, ça va devenir structurel. Donc, je suis vraiment déçu pour mes gifs. Ce dont je vais vous parler, c'est d'innovation continue. Et j'ai essayé de faire simple. Je vais juste vous donner quelques règles pour que voilà, ça vous intéresse et que vous alliez aussi creuser le sujet par vous-même et vous pourrez me contacter, etc., si vous voulez en parler. L'innovation continue, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'elle repose sur 2 choses qu'on ne peut pas dissocier. C'est d'un côté le système et d'un côté le mindset. Si vous retirez une de ces 2 briques, vous ne pourrez pas innover en continu. Et c'est super, super important. L'innovation continue n'est pas une histoire de méthode ou de format d'atelier. En vrai, c'est une histoire de système et de mindset. Alors, mon gif, vous l'aurez peut-être deviné, c'était un gif des Chicago Bulls, qui est un exemple pour moi parfait du mélange entre le système et le mindset. On travaille le coach des Bulls. Vous avez peut-être suivi The Last Dance, la série sur Netflix. Et si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à la suivre parce que ça fait partie des choses qui m'ont aidé à structurer aussi l'innovation chez certains de mes clients. Et c'est vraiment un modèle dans lequel on va travailler ces deux parties, le système et le mindset. Alors, quand on parle système mindset, de quoi on parle? Quand on parle de système, on parle de l'ensemble des modes d'interaction, workflow et des documents liés à l'organisation et au rôle de l'équipe. Alors, c'est une définition que je me suis autorisé, bien sûr, à réécrire un petit peu. Et quand on parle de mindset,
On parle d'une façon d'appréhender les problèmes et les moyens individuels et collectifs que chacun se donne afin de trouver des solutions. Alors, je pense qu'il y aura un replay, ou sinon je pourrais vous envoyer la presse parce que je sais que c'est difficile de mémoriser ça. Et pour que vous compreniez bien ce qui se passe d'un point de vue psychologique, j'ai voulu attribuer des actions au système et au mindset, ce qui permet quand même d'ouvrir un peu les chakras et de se projeter assez facilement. Quand on parle de système, on va travailler sur des actions qui sont évaluées, testées, optimisées, documentées. Évidemment, il y en a plein d'autres. Quand on parle de mindset, on va être sur des actions qui vont être du genre partager, découvrir, apprendre, décider. Donc, on voit bien les deux champs qu'il faut travailler en parallèle pour qu'on ait un terrain vraiment fertile pour l'innovation en continu. Alors, je parle toujours, tout ce que je vous raconte, c'est vraiment dans le cadre de ce que moi je connais, c'est l'accompagnement des équipes product, designers, développeurs, product managers, etc. Et en plus, tout ça dans un champ d'optimisation de l'expérience utilisateur. Donc voilà, système, mindset, gardez bien ça en tête, c'est les deux briques essentielles. Alors, une fois qu'on connaît ça, comment on s'y prend? Eh bien, ce n'est pas compliqué. On va concevoir des formats, on va les essayer, on va se gourer et on va recommencer et ainsi de suite. Vous aurez déjà deviné, c'est bien parce que du coup, vous devez deviner les gifs qui ne s'animent pas. Donc là, effectivement, c'était cette scène de Morpheus et de Neo qui s'entraînaient au kung-fu dans ce super dojo virtuel. Alors, pour vous faciliter la tâche, quelques conseils, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui demande un mode itératif. C'est ah, vous voyez les gifs. À quelqu'un me dit on voit les gifs, mais moi je ne les vois pas. Et vous les voyez bouger ou pas? Parce que moi je les ai pas, je les vois fixes. Bon, si vous les voyez, c'est super. Donc, c'est essentiel de préparer le terrain, de prendre son temps et de comprendre que quand on veut installer de l'innovation en continu, ça va prendre du temps, ça va demander des efforts et on va rencontrer tout un tas d'obstacles. Donc, mieux vaut se préparer à ça et mieux vaut avoir quelque chose en tête avant de commencer. Je peux vous dire que j'ai essuyé pas mal de plâtres et que j'ai appris pas mal de choses qui sont des choses assez évidentes, qui sont des choses assez simples en vrai. Mais quand on arrive en se disant ouais, on va vouloir innover en continu, bah déjà pour tout le monde c'est une évidence, alors qu'en vrai c'est très compliqué. Et en tout cas, j'ai découvert en faisant les choses que bah, ouais, c'était plus ardu qu'il n'y paraissait. Donc, comment préparer le terrain? C'est très important quand vous arrivez dans une organisation d'évaluer les compétences des uns et des autres et l'appétence à la collaboration. Ne venez jamais en grand maître de la facilitation en disant ouais, c'est comme ça que ça va marcher l'intelligence collective. Prenez le temps, évaluez un petit peu ce qui se passe, est-ce que les gens connaissent, comment, etc. Et n'arrivez pas avec vos gros sabots parce que ça, vous allez tout de suite vous faire bâcher et ça ne fonctionnera pas. Donc, vous allez analyser le système en place, les forces et faiblesses de l'équipe et aussi des individus. Leur disponibilité, c'est un truc super important. La disponibilité, elle est au cœur de l'innovation continue en vrai. Parce que si vous arrivez avec quelque chose qui dérange le système en place, bah forcément, vous n'êtes pas tout de suite dans une posture d'amis. Et les rituels, c'est très important, je vais vous en parler après. Dans les équipes product, il y a beaucoup de rituels, mais souvent, il manque le rituel principal. Ça, j'y reviens après. Il va falloir essayer plusieurs formats. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette casquette aussi de workshop designer et de s'intéresser à plein de formats d'ateliers. Ne serait-ce que moi, sur mon domaine d'activité, il y a énormément de formats qui sont disponibles. Donc, essayez tout pour voir ce qui va fonctionner. Tout ne fonctionnera pas avec tout le monde. Et ça, c'est très important. Une fois de plus, n'arrivez pas avec une méthode toute faite, arrivez plutôt avec cet état d'esprit, cette façon d'envisager la collaboration dans l'équipe, plutôt qu'une méthode que vous voulez plaquer absolument sur une équipe. Choisissez des formats courts, surtout au démarrage.
plus ça sera court, plus vous allez pouvoir tester souvent, plus vous allez apprendre avant d'arriver à quelque chose qui fonctionne. Et dernier point, et je ne sais pas si Laurent nous regarde, mais j'ai beaucoup appris avec cette personne. J'espère qu'il se reconnaîtra. Enfin, je sais qu'il se reconnaîtra s'il regarde. Chercher des sponsors. Et comme je le dis, un seul suffit parfois, mais un gros. C'est-à-dire, vous allez devoir chercher des alliés quand vous arrivez dans une équipe et que vous voulez installer de l'innovation en continu. Vous allez devoir trouver des alliés. À défaut d'en trouver plein, trouvez-en un vraiment important, qui a du leadership et qui saura appuyer votre discours. Si vous êtes tout seul, vous serez souvent le seul à comprendre ce que vous défendez, à vouloir l'installer au démarrage. Donc, cherchez à avoir du soutien, c'est essentiel. Alors, là, le point le plus important, c'est d'être capable d'installer la collaboration et le workshopping en tant que rituel. Workshop as a ritual. C'est très, très important. Et c'est pour ça que je vous parlais, vous arrivez dans une équipe produit, il y a beaucoup de rituels qui sont en place, mais il y a partout où j'ai bossé, ce qui peut paraître fou, mais partout où j'ai travaillé, les rituels n'étaient pas des ateliers. Les ateliers étaient des événements et les rituels étaient plus des meetings, du partage de choses, mais jamais le workshop au sens une série d'exercices qui a vocation à nous aider à atteindre un objectif. Donc, nous, dans notre métier, on a plein de formats d'ateliers, je le disais, et il va bien falloir faire la différence entre ce qui est de l'ordre du rituel, ce que vous pouvez intégrer comme rituel ou ce que vous ne pouvez pas intégrer comme rituel. Alors, si vous travaillez et que vous connaissez ce monde des équipes produits, vous allez reconnaître plein de formats. Le business model Canva, le story mapping, le user journey mapping, l'expérience mapping, qui sont des formats, qui sont des projets en tant que tels. Et qui donc, n'essayez pas de ritualiser ça, c'est beaucoup trop lourd. Allez plutôt chercher des petites choses, l'idéation, du Crazy 8, du sketching de solutions, de la Decision Matrix, du Team Alignment Map et les OKR pour ceux qui connaissent. Je vois qu'il y a une petite question dans le chat, je fais un petit break pour essayer d'y répondre. Comment gommer la crainte d'une réunion de plus quand on initie la démarche? Alors, ici moi, j'aime bien le pseudo, ici moi, garde ta question, je vais avancer, on va voir si dans 2-3 slides, tu auras toujours la même question. Je crois que j'ai ta réponse. J'espère. Et si ça n'y est pas, n'hésite pas à te préciser ta question derrière pour que vraiment on puisse y répondre. Donc, gardez bien en tête que quand on veut créer un rituel, mais c'est déjà une partie de la réponse, faites quelque chose de court et choisissez quelque chose qui peut être récurrent et qui est suffisamment léger. Plus j'ai avancé dans la facilitation et surtout dans la ritualisation du workshop, plus j'ai raccourci les formats. J'arrive aujourd'hui sur des formats qui peuvent durer 30-45 minutes et je vais vous en parler après. Alors, par exemple, comment ça peut se déployer, ce genre de choses? Quand vous avez quelque chose dont vous voulez faire un rituel, n'hésitez pas à organiser en amont ou à penser quelque chose comme « je vais initialiser mes rituels par un workshop qui, lui, va être événementiel, que vous voyez sur la gauche, pour créer un workshop qui va être un rituel sur la droite. » Donc, sur la partie gauche, juste pour vous expliquer, là, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai choisi quelque chose de très, très simple. Là, par exemple, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans les équipes avec des designers pour les sortir de leur travail habituel. Voilà, ils sont dans une logique de delivery assez complexe. Et comment on peut vous ramener vers quelque chose de, voilà, ce qu'on veut sentir chez vous, c'est cette capacité à innover justement que dans le rythme voilà, permanent de la sortie de fonctionnalité, de la mise à jour de produits, vous avez tendance à perdre. Et moi, quand j'arrive, alors j'ai été moi-même designer, donc moi, je sais au fond de moi quelle est la puissance de la motivation chez un designer. C'est aussi pour ça que je fais du mentoring. Moi, j'ai aimé être motivé et j'aime motiver. Donc, sur la partie gauche, vous allez initialiser un rituel. Là, par exemple, on peut imaginer, on va se faire une grosse session,
on va aller identifier tout un tas de problèmes. Et puis ensuite, on va organiser ces problèmes par thématique. On va les classer, on va les organiser. Et la résolution des problèmes deviendra le rituel. Pour chaque rituel, par exemple, on peut imaginer prendre un lot de problèmes, créer ce qu'on appelle un Omaitwi. Alors, je ne vais pas passer du temps à décrire le Omaitwi, mais ça fait partie des exercices de problem solving, design sprint, etc., qui est super intéressant. En gros, c'est transformer un problème en une opportunité. Donc, vous allez, dans votre rituel, début de rituel, définir des opportunités et ensuite chercher des solutions, faire de l'idéation autour de ce Omaitwi. Et ça peut être fait de manière très rapide. Ça peut être 1 heure, mais ça peut être 1 heure par semaine. On peut aller jusque-là. Et donc, voilà comment on va créer du rituel. Donc, c'est cette façon aussi de penser le workshop, d'être capable de le découper, de se dire quelle est la partie dont je peux faire un starter, quelle est la partie dont je peux faire un rituel et quels sont les workshops que je dois garder comme des workshops événementiels. Alors, ritualiser la collaboration, ça passe aussi par quelques petites règles. Sur la droite, là, vous voyez, je vous ai même fait une capture de, par exemple, nous, ce qu'on utilise chez Sisters, c'est même nos rituels à nous. Eh ben, il se trouve que nous, on a limité, alors là, c'est en mode agence, mais on vit comme une équipe product, on a limité vraiment, on a restreint nos formats à 3 formats. Afin que ça soit très compréhensible pour nos clients. Et vous voyez que devant chaque petit format, on va même mettre à chaque fois une émoticône, ce qui fait que dans les calendriers, il va y avoir tout de suite cette mémorisation qui va se faire et ce repérage. J'ouvre mon Google Agenda, ben voilà, en fonction du petit icône que je vois, je sais déjà ce que j'ai à faire. Alors, comment on décrit bien un rituel? On lui donne un nom déjà. On définit bien les objectifs, mais pareil, de façon très simple. On planifie et on précise la durée. Là, nous, on n'a pas, je ne sais pas sur celui-là, mais quand je vais documenter ça, généralement, je mets tous les lundis ou tous les mardis, etc. On va bien planifier, préciser la durée de l'atelier, c'est super important. On va identifier les participants. Justement, c'est ça qui est intéressant aussi dans la ritualisation. Et ça répond un petit peu à ta question ici, moi, c'est qu'on va on va pas avoir toujours les mêmes participants parce qu'on va avoir créé des formats en fonction des besoins et donc ce n'est pas toujours les mêmes équipes. Parfois, les équipes se croisent et c'est pour ça que c'est vraiment itératif parce qu'il faut travailler le truc pendant un certain temps avant de trouver le bon roulement. Et surtout, aller créer des templates. C'est-à-dire que quand on va… Alors aujourd'hui, c'est beaucoup de remote. Moi, je fais quasiment plus que du remote, surtout en atelier. Créer des templates Miro, des templates Mural. Je ne mets jamais Klaxoon parce que je ne suis pas un grand fan. Voilà, moi, je suis très, très branché Miro, mais peu importe. Quand j'ouvre mon Miro, ma bibliothèque Miro, moi, j'ai 20, 25 templates, je ne sais pas, et que je viens optimiser à chaque fois. Et bien là, c'est pareil, quand vous allez documenter tout ça, je vous en parle après, mettez le lien aussi vers des templates. C'est important. Dans la récurrence, je disais tout à l'heure, on veut créer de l'habitude. Donc, c'est très important que le format visuellement soit toujours le même. Qu'il y ait cette homogénéité, que les couvertures dans Miro soient les mêmes, qu'on retrouve bien les éléments qu'on va avoir documentés. Et voilà, qu'on ait vraiment ce rythme où on ne se pose pas de questions, de moins en moins de questions sur les formats. Et on arrive, un bon rituel, au bout de 2-3, les gens, ils arrivent, bang, on enchaîne tout de suite. Il n'y a plus du tout d'introduction. On sait tous ce qu'on a à faire. Donc, très important. Un des derniers points, c'est évidemment, il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais me dépêcher, c'est make some noise, faites du bruit. Documenter, alors là, c'est dommage, j'avais une vidéo aussi, documenter et communiquer, c'est super important. Il faut sensibiliser l'organisation. À chaque fois que vous faites des choses, appliquez ça à des projets concrets dès que vos rituels sont prêts. Communiquer sur les workflows, documenter dans Confluence, dans Notion, dans Slack, peu importe, et partager les résultats. Là, ma vidéo, c'était, vous savez, je fais des captures de bons moments du workshop, puis je les mets en accéléré parce que c'est un format très court que je vais pouvoir envoyer sur Slack, que je vais pouvoir partager partout. Mais dès qu'il y a aussi d'autres rituels qui étaient déjà installés, comme des weekly meetings, des trucs comme ça,
moi, j'insiste pour voir, il faut qu'on présente notre projet avec tout notre process, on a fait ce workflow-là, on a ce rituel, et après 6 mois de rituel, voilà ce qu'on obtient. Et c'est comme ça qu'on installe aussi le mindset. C'est waouh, on crée de l'appétence et les gens ont envie de participer parce qu'ils voient qu'il y a des résultats, ils voient que ça fonctionne. Allez, comme il est 56, pack up. Pour résumer, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, qui sont encore une fois des clés de démarrage, évidemment, ça va plus profondément que ça, mais c'est un bon set pour vous aider à démarrer. Faciliter l'innovation en continu, c'est travailler sur le système et le mindset. Si vous devez retenir qu'un truc, c'est ça. C'est vous adapter à l'organisation existante. Essayez pas, une fois de plus, d'arriver avec votre truc. Prenez le temps d'observer, d'analyser. Dites-vous, dans ma boîte à outils, qu'est-ce que je peux poser sur cette organisation? Créer des rituels, trouver les formats qui fonctionnent. Et ça, c'est en fonction des gens, de tellement de paramètres. C'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. Documentez absolument vos workflows. Quand c'est documenté, c'est gravé. Même si vous mettez à jour cette documentation, ça existe. Donc, nous, on va utiliser énormément les sections DesignOps, des espaces Confluence, etc., chez nos clients. Et puis, surtout, partagez les résultats et faites savoir tout ça. Et c'est tout pour moi. Ici, moi, je veux bien que tu réécrives. Est-ce que je réponds un peu à ta question qui était comment gommer la crainte d'une réunion, une réunion de plus quand on initie la démarche? C'est du step by step. Et c'est pour ça que trouver des sponsors est très important et de montrer des résultats. Tant que vous êtes au stade du ouais, on expérimente des choses, cette crainte, elle existe. Donc, essayez d'aller rapidement vers quelque chose qui peut vous amener à des résultats, même un petit truc. Mais au moins, dès que vous allez pouvoir montrer, voilà, au bout de 4 rituels, voilà ce qu'on a fait, vous allez voir, ça va aller très, très vite. Et si l'organisation n'est pas sensible à ça, ça peut arriver aussi que parfois, on essaye d'installer de l'innovation continue et que c'est peine perdue avec l'organisation telle qu'elle est. Il y avait une autre question avec les rituels. Comment éviter l'effet de répétition ennui? Très bonne question. Serait-ce la qualité de l'objectif et l'adéquation des participants au rituel? Comment éviter l'effet répétition ennui? On parle d'innovation continue parce qu'évidemment, un rituel, soit on arrive à l'alimenter parce qu'il y a toujours des nouveaux sujets, soit au bout d'un moment, vous allez devoir changer de rituel. Et ce n'est pas un problème. Une équipe produit, sa vie, c'est comme tout, c'est comme un enfant, c'est comme un produit, tout ça, sa vie. Donc, en vrai, votre plus grande force, c'est l'adaptabilité. Je postais un truc l'autre jour sur comment moi, j'avais créé cette dernière boîte et je citais Bruce Lee qui dit faut être comme l'eau dans une rivière et il faut savoir prendre le chemin qui se présente. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tout ça n'est pas une science parfaite. C'est pour ça que le travail sur le mindset est super important. Parce que le système, vous allez devoir le mettre à jour. Ça, c'est imparable. Alors, serait-ce la qualité de l'objectif? Évidemment, si vous voulez que ça perdure, vous avez intérêt d'être très bon sur les objectifs. Mais de toute façon, projetez-vous tout de suite dans les résultats qui vont vous aider à faire avancer cette innovation continue. Et je répète, c'est un exercice qui va demander du temps, des efforts. Ce n'est pas comme la facilitation d'un sujet sur un temps donné. C'est une autre démarche et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est une démarche dans le temps, presque comme aller chez un psy en fait. Donc, on va débloquer des étapes petit à petit. Et il faut se préparer à ce truc-là. Et je vous remercie tous. Je crois qu'on est bon, pile poil on time. Exactement. Trop cool.